Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième rendez-vous d'une série de rencontres pour découvrir des perles, soit chacun des premiers peuples qui sont établis sur le territoire du Québec. Mon nom est Serge Bonin, je suis directeur de la chaire publique Allier, très heureux d'être votre hôte pour ces rendez-vous organisés par l'Université Laval et l'Allier, qui est l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures. L'idée derrière ce beau et grand projet, franchir le vocable premier peuple pour découvrir qui ils sont dans leurs particularités, dans leurs différences, dans leur complexité, ce qui les distingue. 12 rencontres qui vous seront proposées au cours des prochaines semaines, des rencontres en direct sur cet événement ou sur la page Facebook de la chaire publique, des rencontres qui mèneront à une conférence finale le 4 mai de la série Pour en savoir plus, intitulée Premier peuple, comment mieux faire connaissance. Aujourd'hui, on ne vous présente pas un peuple en particulier. On trouvait important d'aborder la question des relations entre les premiers peuples et l'État dans notre contexte particulier, donc des États dans le cadre fédéral. Territoire, frontières, autodétermination, égalité, non-discrimination, préservation des cultures et des langues à travers tout ça. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler aujourd'hui. On a décidé de se limiter, de circonscrire le tout à environ une trentaine de minutes. Alors, notre invité vous propose des références qui vont être ajoutées en lien dans les commentaires au fur et à mesure. Soyez attentifs. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Thomas qui est à la mise en onde et Marie-Ève qui est à la gestion des commentaires, qui travaille avec moi dans l'ombre pour la diffusion de cet événement. Alors, sans plus tarder, on accueille notre invité d'aujourd'hui, Geneviève Motard. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je fais une courte bio, n'est-ce pas, pour vous présenter. Vous êtes professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, où vous enseignez depuis 2009 le droit constitutionnel et les droits des peuples autochtones. De 2001 à 2015, vous avez été inscrite au tableau de l'Ordre du barreau du Québec. Vous avez été clerc à la Cour d'appel du Québec de 2001 à 2003, avez agi comme conseillère dans différents dossiers touchant des revendications territoriales jusqu'en 2015, et vous êtes notamment membre du groupe de recherche sur les sociétés plurinationales, le GRSP, et depuis 2020, vous êtes directrice du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtone, le CIERA. Et juste d'entrée de jeu, peut-être nous situer, qu'est-ce que c'est le CIERA et qu'est-ce que vous faites exactement? Merci. Bon, d'abord, le CIERA, c'est un centre interdisciplinaire d'études et de recherche autochtones. Il regroupe des chercheurs qui sont rattachés à plusieurs universités, notamment l'UQAM, l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'UQO. Et l'ensemble de ces chercheurs et leurs partenaires mènent des recherches donc sur les études autochtones essentiellement. Et donc, nous travaillons avec nos partenaires là, sur des enjeux qui concernent les peuples autochtones dans un but essentiellement là, de favoriser leur autodétermination. Parfait. Ben, ça met bien la table, ça situe où vous êtes. Donc, on a divisé un peu l'entrevue en 4 ou 5 points. Là, on va essayer de les aborder. La première question que j'avais, c'est la considération des relations entre les peuples autochtones et les États en général, en parlant un peu de la réglementation, de l'aspect juridique qui est mondial, en fait. Donc, si vous pouvez un peu nous expliquer comment les peuples autochtones sont considérés par l'ensemble des nations. Historiquement, les peuples autochtones partagent de nombreux enjeux communs là, face aux relations qu'ils entretiennent avec non seulement l'État, mais également les tiers, les individus, les entreprises. On peut penser à des enjeux comme la discrimination, discrimination évidemment individuelle, mais systémique, donc racisme systémique, la marginalisation, les dépossessions territoriales, la violence également, ce qu'on pourrait appeler l'usurpation de leur souveraineté politique. Les peuples autochtones, si je devais résumer là, en quelques mots, pourquoi on les identifie comme étant des peuples autochtones, c'est essentiellement en raison de leur situation de peuples colonisés, mais colonisés dans des États qui se sont construits sur finalement leur territoire traditionnel, dont la souveraineté, autrement dit, se construit sur leur souveraineté, sur la souveraineté traditionnelle des peuples autochtones. Hein. Donc, il y a, autrement dit, une colonisation d'établissement ou de peuplement permanente là, qui s'est installée sur les territoires des nations. Et donc, les peuples autochtones
sont encore pris finalement dans ces rapports coloniaux avec l'État. À l'échelle internationale, puisqu'on parle des peuples autochtones à travers le monde, les peuples autochtones, historiquement, ils ont entretenu des rapports, en tout cas, du moins en Amérique du Nord, là, qui étaient de nature égalitaire avec les nations européennes. Et graduellement, avec la construction du droit international, ces peuples autochtones, donc, ont perdu ce qu'on appelle en droit leur personnalité juridique internationale. Donc, ils ont perdu leur souveraineté, perdue au sens où elle ne leur est plus reconnue par les autres acteurs de l'ordre international. Et donc, on va dire essentiellement qu'ils sont passés de sujets de droit international à ce qu'on va appeler des pupilles de l'État. Dans les années 60-70, il y a eu, en Amérique du Nord, mais aussi ailleurs, là, une très grande mobilisation politique. Donc, une résistance politique qui s'est traduite donc dans les instruments internationaux par l'émergence de nouvelles normes. Notamment à partir de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. On a développé plusieurs instruments, incluant ce qui va devenir aujourd'hui la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Cette déclaration, donc Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, on a commencé à la construire, à l'élaborer à partir du début des années 1980. Donc, ce sont les acteurs autochtones eux-mêmes qui ont commencé à préparer finalement cette déclaration, et ça a pris essentiellement 25 ans pour qu'on arrive en 2007 à l'Assemblée générale des Nations unies, où les États membres ont adopté cette fameuse déclaration. C'est une initiative des peuples autochtones eux-mêmes, ou vous dites c'est eux qui l'ont rédigée, mais au final, c'est leur acceptation? C'est ça. En fait, c'est qu'à l'échelle internationale, actuellement, les peuples autochtones ne jouissent pas de la souveraineté internationale, et donc ce sont les États qui adoptent ces instruments-là, donc en droit étatique là, international. Et donc, les acteurs autochtones ont participé à leur élaboration, mais il y a eu une négociation, là, si je peux dire, avec les États pour en arriver au terme actuel de la déclaration. Au final, là, ce sont les États membres qui ont procédé à l'adoption. En fait, c'est l'Assemblée générale, là, les États membres de l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté cette déclaration-là. Et ce qui est important peut-être de retenir dans la déclaration, deux choses. D'abord, c'est un document qui est très important parce que c'est un document qui est complet, qui fait vraiment le tour de l'ensemble des droits des peuples autochtones. Donc, ça touche énormément de sujets. Mais également, c'est un document qui est important en raison de sa légitimité, du fait justement que les acteurs autochtones ont participé à son élaboration. Et donc ça, c'est un élément qui est très important, la question de la légitimité des instruments juridiques là, qui sont appelés à gouverner non seulement les États, mais aussi les acteurs autochtones. Je continuerai peut-être pour présenter rapidement cette déclaration, puis comment elle fait écho aux enjeux communs là, qui sont partagés justement par les peuples autochtones. Simplement en disant que, dans le fond, cette déclaration-là, je dirais qu'il y a 3 grands droits qui sont transversaux à la déclaration, là, donc qui vraiment, là, qu'on les retrouve d'une manière ou d'une autre à travers l'ensemble des articles de la déclaration. Le premier droit, c'est le droit à l'autodétermination. Ce droit à l'autodétermination, c'est vraiment, finalement, le droit qui, s'il est respecté, s'il est protégé, s'il est mis en œuvre, va permettre aux nations et aux États là, de dépasser leurs relations coloniales, leurs relations asymétriques. Donc, c'est un droit qui est véritablement fondamental. C'est l'article 3 qu'on voit à l'écran. C'est ça, exactement. Donc, vous le voyez à l'article 3. Donc, il est inscrit à l'article 3, mais il va se manifester dans à peu près tous les articles de la Déclaration de différentes manières. Le droit à l'autodétermination, par exemple, va
se manifester comme un droit à la participation aux décisions étatiques, comme le droit au consentement préalable et éclairé, comme également un droit à l'autonomie, hein, être capable de finalement gérer nos affaires nous-mêmes. Là. Donc, c'est un droit à l'autonomie qui va prendre appui sur l'autodétermination, qui va être également très important. Donc, ça, c'est le premier droit transversal. Évidemment, le droit aux terres, territoires et ressources qui va toucher là, un ensemble de sujets. Hein, quand on parle à la protection de la culture, la protection de la culture sans accès au territoire, sans reconnaissance des territoires, ça devient un élément qui, dans la culture, va être... pourra pas être complètement respecté là, si le droit au territoire n'est pas respecté. Donc, ce droit au territoire, on le retrouve dans des dispositions précises, mais également à travers la déclaration, on va voir là, que ce droit-là, il est véritablement fondamental. Le défi, c'est véritablement actuellement la mise en œuvre de cette déclaration-là. Donc, comment est-ce que tout ça atterrit localement? Là? Donc, ça, c'est le grand défi que partagent évidemment le Québec, le Canada, mais les autres États aussi. Peut-être simplement pour finir là, sur les 3 droits transversaux. Le dernier, c'est le droit à l'égalité et à la non-discrimination. Donc, vous l'avez à l'article 2 ici, de manière également indirecte à l'article 1er. Dans le fond, la déclaration, c'est un instrument qui s'assoit sur le discours des droits humains, des droits de l'homme, des droits de la personne. Et le droit fondamental qui est la base finalement de l'ensemble de ces documents-là, c'est le droit de tous les peuples d'être égaux et le droit des individus d'être égaux. Et donc, ce droit à l'égalité, à la non-discrimination, il est également transversal dans l'ensemble de la déclaration. On pense, par exemple, le droit de ne pas subir de politique d'assimilation, d'intégration forcée, de violence, de participer aux politiques de l'État qui visent à lutter contre la discrimination. Donc, tous ces articles-là touchent au respect, au droit à l'égalité. Là. Parfait. Donc, autodétermination, les terres, les territoires, l'égalité, la non-discrimination, c'est les trois grands pans de la Déclaration des Nations unies. Si on prend la comparaison avec le droit canadien et québécois maintenant, notre réalité ici, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui change? Bon, en droit canadien, puis évidemment, là, je vais me limiter à certains grands pans du droit canadien, là, puis il y aura énormément de choses à dire. Mais en droit canadien, les choses ne se sont pas développées tout à fait de la même manière là, historiquement. D'abord, il faut bien voir là, que les relations juridiques actuelles, elles prennent appui, en fait, elles sont marquées par le développement des rapports politiques, économiques, juridiques entre les peuples autochtones et la couronne. Hein. Donc, il y a autrement dit là, une continuité entre ce qu'on a aujourd'hui comme corpus de règles là, de droit canadien qui s'applique aux peuples autochtones et ce qui a été développé là, au début de la colonisation, par exemple, britannique. Et donc, jusqu'à tout récemment, le discours, disons, sur les droits ancestraux, il y avait bien entendu là, un certain rapprochement ou un certain rapprochement avec le discours des droits humains, mais de manière générale, la manière dont l'État et les tribunaux ont conçu le développement des peuples autochtones, ça ne s'est pas fait suivant un discours des droits humains. On assoit aujourd'hui, là, c'est l'interprétation des politiques publiques ou la naissance des politiques publiques à des vieux instruments là, qui ont été élaborés là, à la fin du 18e siècle, par exemple. Aussi, il faut bien voir là, qu'à travers le développement des relations entre l'État et les peuples autochtones, là, je parle toujours du point de vue du droit canadien, on a aussi généralement ignoré les savoirs autochtones, incluant les savoirs juridiques, les normativités autochtones, hein, même si, quelquefois, dans les décisions, on retrouve une certaine reconnaissance des normativités et des savoirs juridiques autochtones. Donc, plus concrètement, comment est-ce que tout ça a atterri? En fait, on va tracer généralement l'origine des politiques actuelles de l'État à la proclamation royale de 1763.
Ce document, c'est un document qui est ambigu, qui a une portée ambiguë, qui a fait l'objet d'interprétations multiples. Moi, je vous présente là, évidemment une de ces interprétations-là, puis je n'entrerai pas dans différents débats. Je dirais, là, peut-être pour faire simple, il y a essentiellement 3 grandes règles, disons, permanentes, là, qu'on peut faire découler de la proclamation royale de 1763, puis qui ont toujours, je dirais, une pertinence aujourd'hui. La proclamation est venue reconnaître les droits des peuples autochtones sur leur territoire de chasse, ce qu'on appelait là, les hunting grounds, donc sur leur territoire de chasse. Ensuite, la proclamation interdit, donc on est en 1763, elle interdit aux colons d'acheter, d'acquérir les terres autochtones. Pourquoi? Pour éviter les fraudes et les abus qui pourraient être commis par ces colons envers les peuples autochtones. Ici, il faut bien comprendre que ce n'est pas par magnanimité ou par générosité de la part de la couronne là, que cette règle-là a été imposée. Essentiellement, l'objectif de la couronne, c'était de préserver la sécurité de ses colonies parce qu'elle avait peur qu'en causant des fraudes ou des abus envers les peuples autochtones, qu'il y ait une déstabilisation de la colonie. Donc, il y avait vraiment un intérêt militaire. C'est ça. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de préserver la colonie, là, de préserver la sécurité des intérêts de la couronne. Et donc, on a interdit aux individus, aux entreprises, donc aux colons, d'acquérir les terres autochtones. Troisièmement... Est-ce que cette façon de procéder-là est exclusive au Canada ou il y a d'autres endroits dans le monde un peu qui ont eu une approche différente? Bien, les stratégies juridiques sont différentes d'un endroit à l'autre. La proclamation royale, c'est une proclamation qui s'appliquait en Amérique du Nord. Là, à l'époque, les Américains ne sont pas encore indépendants, donc ça s'applique aussi aux États-Unis. Mais très vite, la situation aux États-Unis et au Canada, bon, il y a des points communs, là, mais l'évolution des droits étatiques, là, Canada, États-Unis, il va y avoir de la divergence, je dirais, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. OK. Et si on revient à la couronne ici? Oui, si on revient à la proclamation, donc la proclamation, donc 3 règles, les droits des peuples autochtones sont reconnus, les colons ne peuvent acquérir les terres des peuples autochtones, et troisièmement, donc seule la couronne a la capacité d'acquérir les terres autochtones à la suite d'une assemblée publique. Et à la suite de cette assemblée, bien sûr, lorsque le consentement des peuples autochtones aura été obtenu. Donc, c'est un document qui est important. Pourquoi? Bien, parce qu'il va, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, fonder les politiques actuelles de l'État. On peut penser à la politique fédérale de revendication territoriale qui a été adoptée en 1973. On peut penser à la jurisprudence, dont je vais parler un petit peu plus tard. On peut penser aussi à la loi sur les Indiens, qui a un régime particulier, régime foncier particulier. Donc, tous ces régimes-là, juridiques, politiques, prennent leur source dans ces 3 grandes règles que je viens de vous énumérer. Également, à travers le temps, la proclamation royale a fait l'objet d'une réinterprétation par les tribunaux et ça a donné lieu à 2 grands principes du droit constitutionnel qui s'appliquent encore aujourd'hui. Premièrement, les terres autochtones sont considérées comme étant inaliénables. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'interdire aux colons, finalement, d'acheter les terres, aujourd'hui, on considère que ce sont les Autochtones qui n'ont pas la capacité de vendre leurs terres. Donc, il y a eu une réinterprétation de cette règle-là. Okay. Toujours en ayant l'esprit que les peuples autochtones étaient considérés comme des pupilles de l'État, comme des mineurs, et donc on leur a rattaché là, un grand nombre d'incapacités légales et juridiques. Donc, ce grand principe d'inaliénabilité, c'est un principe qui existe encore en droit canadien. Ensuite, le deuxième grand principe qui en découle, c'est l'obligation pour la couronne d'agir honorablement quand elle transige avec les peuples autochtones. Aujourd'hui, on va parler du principe de l'honneur de la couronne. Il y a tout un développement jurisprudentiel sur cette question-là. Donc, mais simplement mentionner que la proclamation royale va être à la source essentiellement là, de ces grands principes-là.
la proclamation, elle va aussi être à l'origine ou au fondement là, de la négociation des traités de cession, ce qu'on va appeler par exemple les traités numérotés, donc les traités de cession à grande échelle. Traités numérotés, donc, qui couvrent toute une partie du Canada, là, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Manitoba, même une partie du Yukon. Et donc, dans ces traités de cession, la couronne, elle va intégrer une clause d'extinction des droits territoriaux. Donc, son objectif, là, quand elle négocie ces accords-là, c'est d'éteindre les droits des peuples autochtones. Donc, il y a toujours une clause de cession. Et cette clause de cession, jusqu'à tout récemment, puis encore aujourd'hui, il y a des techniques juridiques pour garder un peu en vie cette manière de faire, là. Donc, cette clause de cession, elle se retrouve dans les traités qu'on appelle les traités historiques là, ou les traités anciens, mais on la retrouve aussi encore aujourd'hui, notamment dans la Convention de la baie James et du Nord québécois, puis la Convention du Nord-Est qui régit là, une partie du territoire du Québec actuel. Donc, quand vous dites traité de cession, c'est les Autochtones qui cèdent leur territoire malgré eux. Est-ce que c'est ça que je comprends? Bien, là, c'est ça. Il y a tout un développement important, puis énormément de choses à dire là, sur les traités de cession. Du point de vue juridique, la clause qui est prévue dans ces traités-là, c'est une clause de cession de droit. Donc, les Autochtones acceptent de céder leurs terres, mais bien évidemment, lors des négociations, ce n'était pas toujours présenté de cette manière-là, ce n'était pas compris non plus de cette manière-là. Et donc, il y a beaucoup de mauvaise compréhension, puis il y a également aussi de nombreuses violations des droits issus de ces traités-là. Là. Mais tu sais, je n'entrerai pas trop dans les traités parce qu'il y a énormément de choses à dire. Là. Bon, est-ce que le consentement des nations a été donné de manière libre, par exemple? Donc, voyez-vous, il y a toutes sortes de choses. Quelle interprétation on peut donner à ces traités-là? Quelle est la place des négociations qui ont eu lieu à l'oral, et qui ne sont pas nécessairement mises à l'écrit. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Fait que je terminerai peut-être seulement en mentionnant qu'au Québec, indépendamment de la proclamation royale de 1763, le gouvernement ou la couronne a fait comme si finalement cette proclamation-là n'était pas applicable et il n'y a jamais eu de traité de cession qui a été conclu sur le territoire du Québec actuel. Et donc, c'est la même chose en Colombie-Britannique. Au Québec, donc, ces traités-là n'ont pas été conclus, donc il n'y a pas eu d'acquisition formelle des terres des peuples autochtones par l'État. Essentiellement, l'État québécois, donc, qui a pris plusieurs noms là, à travers le temps, il s'est installé sur les terres, il a adopté des lois, il a commencé à les développer, les colons se sont installés, puis il y a eu de la colonisation, autrement dit, mais il n'y a jamais eu d'indemnisation puis d'acquisition de ces territoires-là. Entre la moitié du 19e puis la première moitié du 20e siècle, donc je parle des traités de cession, mais il faut voir qu'il y a eu aussi toutes sortes d'autres stratégies juridiques là, qui ont été utilisées pour coloniser les terres. Je dis juridique là, parce que moi, c'est les aspects sur lesquels je travaille, mais bien entendu, des stratégies économiques, politiques, sociales ont été utilisées pour marginaliser les peuples autochtones, pour coloniser leurs terres. On peut simplement penser là, au système des pensionnats qui a été donc une pièce là, maîtresse, là, si je peux le dire comme ça, dans ce processus d'assimilation puis également d'usurpation donc culturelle et d'usurpation des terres aussi, là, parce qu'évidemment, il y a un lien entre les deux. Juridiquement, les stratégies qui ont été utilisées, là, puis j'en donne quelques-unes, donc, il y en a eu plusieurs. Adoption de loi, évidemment. Donc, l'adoption de lois, que ce soit au Bas-Canada ou post-confédératif, donc les lois sur la civilisation graduelle des sauvages. L'acte des sauvages, qui va devenir plus tard la loi sur les Indiens. Également, on peut penser à la loi qui a annexé l'Ungava au Québec, donc une annexation, donc de manière unilatérale,
toute la partie septentrionale a été annexée au Québec. Du point de vue de l'administration publique, là, il y avait des ministères de la colonisation qui étaient liés à l'agriculture, à la chasse, à la pêche, aux mines. Donc, du point de vue de l'administration, c'était organisé pour faire la colonisation du territoire. Dans la loi constitutionnelle de 1867, les peuples autochtones deviennent des sujets de compétences législatives du Parlement fédéral. Donc, c'est dorénavant le Parlement fédéral qui va pouvoir adopter des lois sur les Indiens et les terres indiennes, donc les terres réservées. Donc, ça, c'est un autre moyen qui vient finalement affirmer que dorénavant, les souverainetés autochtones ne sont pas reconnues. C'est la souveraineté de l'État qui va l'emporter. La jurisprudence également, qui va interpréter pendant une très longue période de l'histoire contemporaine du Québec et du Canada les droits issus de traités, mais également les droits au territoire, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits ancestraux, comme étant des droits qui ont une force morale. Donc, ce ne sont pas reconnus comme étant des droits qui ont un caractère juridique, là, qui peuvent être sanctionnés par les tribunaux, là, des droits, autrement dit, qui n'auraient pas d'effectivité. Et donc, ce sont des droits moraux qui peuvent être éteints et régis finalement à la discrétion de la couronne. Et également, impossibilité pour les peuples autochtones de poursuivre la couronne. Donc là, il y a un blocage là, qui est fait du point de vue juridique là, pour être bien sûr qu'il n'y aura pas de poursuite puis qu'on va protéger finalement la mainmise de la couronne. J'imagine qu'il y a eu des réactions par rapport à ça. Oui, c'est ça. Là, on arrive dans les années 50, 60, 70. Puis là, tu sais, je ne veux pas faire une coupure radicale entre 1970 et avant, il ne s'est rien fait, puis là, 70, il y a de la mobilisation politique. Là. Des résistances politiques, évidemment, il y en a eu là, tout au long de l'histoire. Peut-être ce qui change dans les années 60-70, c'est qu'il y a une structuration de cette mobilisation politique, donc avec, par exemple, l'association de la naissance de l'ancêtre de l'association des Premières Nations. Et donc, il va y avoir une mobilisation puis une résistance politique, disons, pan-canadienne qui va être très forte à la fin des années 60, au début des années 70. Et parallèlement à ça, du point de vue juridique, deux décisions majeures qui vont essentiellement, en tout cas, être un tournant là, avec toute cette mobilisation politique et cette résistance-là. Première décision, c'est l'arrêt Calder. Calder qui vient reconnaître que les droits des peuples autochtones n'ont pas un caractère moral, ou uniquement moral, mais que ce sont bien des droits qui sont effectifs et qui peuvent être sanctionnés, reconnus par les tribunaux et appliqués. Et donc, une portée juridique va être reconnue à ce qu'on va appeler à l'époque le titre indien. On reconnaît parallèlement dans cette affaire-là que le fédéral, il peut continuer à éteindre les droits des peuples autochtones, mais par loi uniquement. Okay? Donc là, il y a un mécanisme qui est prévu. On circonscrit, là, c'est pas une victoire totale, là, disons, sur la reconnaissance du titre parce qu'on maintient ce pouvoir du fédéral d'éteindre unilatéralement les droits territoriaux. Donc ça, c'est la première décision qui va être importante puis qui va, avec les mobilisations politiques, là, venir changer les choses là, du point de vue des politiques publiques. L'autre décision, c'est le jugement Malouf qui a été rendu ici au Québec et qui reconnaît les droits des Cris et des Inuits sur leurs terres. Et à la suite de cette décision-là, le gouvernement du Québec, qui veut avancer le grand développement hydroélectrique de la baie James, le gouvernement du Québec va s'asseoir à la table de négociation et il va négocier ce qui va devenir plus tard la Convention de la baie James et du Nord québécois, ainsi que la Convention du Nord-Est, de la Convention du Nord-Est. Qui a été négocié donc avec Québec, Ottawa et les Naskapi. Je souligne ici là, qu'on parlait tout à l'heure des traités de cession.
Dans la Convention de la baie James, comme dans la Convention du Nord-Est, on retrouve une clause d'extinction des droits. Donc, encore dans les années 70, ce fameux processus d'extinction des droits, là, on le retrouve encore. Il inclut donc, en fait, la clause d'extinction, elle vise les droits de tous les peuples autochtones sur le territoire visé par la Convention, incluant les droits des nations qui ne sont pas signataires de la Convention et qui ne bénéficient donc pas des retombées de la Convention. Je donne simplement un exemple. Chez les Inuits, les territoires traditionnels, il y a une partie des territoires traditionnels qui sont couverts par donc la Convention de la baie James et dont les droits ont été éteints, ce qui est évidemment là, contesté. Tout ça va nous amener à la constitutionnalisation des droits des peuples autochtones en 1982, encore une fois, là, après des mobilisations politiques de la part des peuples autochtones. Dans le fameux rapatriement de la Constitution, là. C'est ça. C'est ça. Donc là, les droits deviennent constitutionnels à ce moment-là. C'est ça. On est rendu en 1982. Bon, du point de vue du Québec, évidemment, il y a toutes sortes de péripéties là, entourant 82. Du côté des peuples autochtones également, là, il y a plusieurs événements historiques là, qui entourent et politiques là, qui entourent l'intégration de l'article 35 de la loi constitutionnelle, l'article 35 dans la loi constitutionnelle de 1982. Ce qui va changer là, par rapport à la situation précédente en 1982, du point de vue juridique toujours, là, essentiellement trois choses. Premièrement, les droits des peuples autochtones, à partir de 82, vont avoir, comme le reste de la Constitution, un caractère suprême. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un caractère suprême? Ça veut dire que ces droits-là vont avoir préséance, hein? Ils vont avoir une primauté sur les lois et les actions gouvernementales. Et donc, les lois et les actions gouvernementales vont devoir se conformer à cet article 35. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose, c'est que le fameux processus d'extinction unilatérale des droits, après 82, c'est plus possible. On peut plus aller, le législateur, il peut plus décider unilatéralement d'éteindre les droits des peuples autochtones. Donc, ça, c'est terminé. Et troisièmement, la Cour, c'est elle maintenant qui va avoir le pouvoir d'interpréter ces droits-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre sur pied, elle va inventer là, vraiment un nouveau cadre pour comprendre c'est quoi ça, les droits ancestraux puis les droits issus de traités qu'on a dans la Constitution de 82. Donc là, va partir un peu là, un nouveau chapitre là, du point de vue du droit canadien. Parce que les juges vont se demander qu'est-ce que c'est un droit ancestral, comment est-ce qu'on peut y porter atteinte, si on peut y porter atteinte, comment est-ce qu'on fait ça? Et donc là, il y a tout des tests qui vont être élaborés par les tribunaux. La grande déception, là, si je peux dire ça comme ça, puis peut-être ma grande déception, puis je pense qu'elle est partagée par beaucoup, c'est que ces tests sont excessivement difficiles à rencontrer. Les tests qui ont été pensés par la Cour suprême dans les années 1990 pour comprendre le titre ancestral, pour être capable de démontrer devant le tribunal un droit ancestral, ce sont des tests qui sont extrêmement difficiles à démontrer. Par exemple, pour démontrer l'existence en droit canadien d'un titre ancestral, donc un droit de propriété collectif, un groupe autochtone va devoir démontrer qu'il occupait le territoire, donc son territoire, de manière suffisante et régulière au moment de la souveraineté de la couronne. Et donc là, imaginez-vous, là, comment est-ce qu'on fait cette preuve, alors que les perspectives historiques des nations, ce sont des perspectives qui sont transmises de génération en génération par la tradition orale. Et là, c'est ça. Et là, on se demande, venez nous démontrer, là, à nous les juges, que vous occupiez le territoire avant l'affirmation de la souveraineté de la couronne. Puis là, affirmation de la souveraineté de la couronne, ça va
dépendre des régions, mais disons au Québec, on pourrait la fixer à 1763 avec le traité de Paris, là, en tout cas, ça dépend des régions au Québec. Fait qu'imaginez là, l'immensité de la tâche pour être en mesure de faire cette preuve-là avec une tradition orale. D'autant plus que du point de vue du droit, bien, la tradition orale, ça équivaut à du oui-dire et ce n'est pas accepté devant les tribunaux. Et donc là, il va falloir des années juste pour être capable de faire accepter l'idée que la tradition orale peut servir à prouver finalement l'occupation des peuples autochtones. Donc, il y a toutes sortes de débats comme ça qui vont devoir être tranchés et qui découlent de ce mauvais test là, qui a été mis en place par la Cour suprême dans les années 90, ce qui fait en sorte que le premier titre ancestral qui a été reconnu au Canada, ben, c'est seulement en 2014 qu'on va avoir cette première reconnaissance-là dans l'arrêt Chilcotin, qui est la nation Chilcotin, là, qui est une nation dont le territoire traditionnel se trouve aujourd'hui enclavé dans les terres de la Colombie-Britannique. On a d'ailleurs des cartes pour montrer où est-ce que c'est. Mais donc, le 2014, ça a été un long combat juridique, je présume aussi. Oui, c'est ça. Pour chacune des nations qui ont tenté de se voir reconnaître un titre ou des droits ancestraux, là, c'est vraiment des combats qui sont difficiles à mener. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de sous, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Puis, au bout de compte, on n'est pas certain d'avoir gain de cause. Donc, 2014, en Chilcotin, c'est une victoire qui est importante parce que c'est la première fois qu'un titre réussit à être démontré. Et donc, ça donne un certain espoir, là, je dirais, mais c'est vraiment pas toutes les nations qui vont, par exemple, vouloir entrer dans cette lutte judiciaire là, ou dans cette bataille judiciaire pour être en mesure d'arriver à cette reconnaissance judiciaire. Et tout ça découle en fait d'un mauvais test. Là. À mon avis, c'est vraiment un mauvais test. Et même du moment où le tribunal a fait cette reconnaissance de titre, bien, l'État peut, évidemment, ça confère des droits importants, là, donc un certain contrôle du territoire, donc le droit de consentir aux usages qui vont avoir lieu sur l'ensemble du territoire traditionnel, donc ce n'est pas négligeable, mais il faut garder à l'esprit que même après la reconnaissance de titre, bien, l'État peut continuer de porter atteinte aux droits territoriaux, là, donc aux droits territoriaux des peuples autochtones. Je voulais quand même qu'on aille un peu plus loin dans l'article 35. On va montrer à l'écran l'extrait des deux premiers articles. En fait, ils appellent ça des chapitres, je pense, ou comment vous nommez ça? Oui, bien, en fait, là, vous avez l'article 35. L'article 35 est divisé en paragraphes. Donc là, vous avez le paragraphe 1 puis le paragraphe 2. Voilà. Donc, en langage de juriste, là, il y a la question des métis qui ressort. Je voulais quand même poser la question parce que on nomme les peuples autochtones au Québec, les premiers peuples, mais la question métis est toujours un peu à part et toujours un peu délicate. Donc, je voulais juste peut-être, quelle est la définition d'un métis à l'aube de la loi, en fait? Vous avez raison. C'est une question cette question-là des identités, puis de qui est titulaire de droits ancestraux. C'est une question qui est complexe. C'est une question aussi qui est sensible, puis qui est délicate. Du point de vue du droit étatique, là, puis je vais me limiter à ça, il y a en fait plusieurs facteurs là, ou plusieurs régimes en fait qui coexistent puis qui vont influencer là, cette question-là. Moi, je vous présente peut-être deux régimes pour que vous aider à comprendre là, la difficulté de cette question-là. D'abord, la question des identités métisses, elle découle d'une part de l'application du régime de la loi sur les Indiens et d'autre part de la définition qui a été donnée au mot métis que vous avez là à l'écran là, au paragraphe 35. Donc, rapidement, du point de vue, le lien entre finalement ces questions-là des entités métisses et du régime de la loi sur les Indiens, il faut voir que historiquement, les femmes autochtones qui épousaient des non-autochtones ont été exclus du régime de la loi sur les Indiens, ce qui a donc entraîné, en fait, c'était une discrimination là, évidente, mais ça a entraîné donc également de la discrimination
à travers les générations, discrimination qui a en partie été corrigée en 1985. Et donc, il y a différentes situations qui en sont découlées là, pour les individus. Par exemple, il y a des individus qui vont s'identifier comme Indiens sans statut. Et la Cour suprême, elle a récemment conclu que les Indiens sans statut étaient sous la juridiction du Parlement fédéral, hein, et donc ils étaient des Indiens au sens de la Constitution. Et donc là, elle n'a pas donné vraiment de critères qui sont les Indiens sans statut, ce qui fait qu'il y a, du point de vue juridique, là, toujours, ça laisse beaucoup de questions ouvertes là, sur qui sont ces personnes-là. Et ça ne veut pas dire non plus que même s'ils sont reconnus du point de vue de la compétence fédérale, qu'ils vont avoir... qu'ils n'entrent pas nécessairement, là, ils n'entrent pas en fait sous le régime de la loi sur les Indiens. Et donc ça, il y a un premier aspect là, qui est important de garder en tête. Puis l'autre aspect, ben, c'est la définition de l'article 35, là, le mot métis. L'expression ou le terme métis, en fait, il a été interprété par la Cour là, dans l'arrêt Paoli en 2003. C'est une affaire là, de revendication d'un droit de chasse par des métis de l'Ontario. Puis c'est la première décision de la Cour sur les droits des métis. Et la question de l'identité s'est posée. Et donc, la Cour vient dire qu'une personne qui est métisse, au sens de la Constitution, c'est une personne qui s'identifie comme métisse, donc auto-identification. C'est aussi une personne qui répond à des critères objectifs, hein, parenté, ancestralité, mais c'est aussi une personne qui est reconnue par une communauté métisse historique. Et là, encore une fois, il va développer tout un test. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que, en fait, les personnes qui vont revendiquer l'identité métisse vont s'auto-identifier, vont aussi invoquer des critères objectifs. Puis, ce qui va devenir l'enjeu, je dirais, c'est la reconnaissance par une communauté métisse ou une nation métisse, hein, une communauté métisse historique. Et là, ben, il y a des groupes par exemple, qui vont s'auto-identifier comme des groupes de représentants des métis. Bon, là, toute la question, c'est est-ce que ces groupes-là sont, du point de vue juridique toujours, là, du droit étatique, sont des communautés métisses historiques qui peuvent être titulaires de droits ancestraux. Au Québec, il y a des groupes qui ont tenté, des associations qui ont tenté de faire valoir ce point-là devant les tribunaux. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun groupe métis qui a réussi cette démarche-là. L'État québécois et l'État canadien non plus ne reconnaissent pas de métis au Québec et les Premières Nations, à ma connaissance, non plus. Donc, c'est pour ça que la question est délicate. Puis quand on parle de métis, il faut quand même faire des guillemets, si on veut, pour aborder la question, là. Je m'en voudrais quand même de ne pas terminer l'entrevue sur quelques perspectives d'avenir, parce que, bon, on n'a pas le temps d'aller à fond dans les choses, mais on a quand même touché à quelques éléments qui me semblent importants. Mais ce serait quoi les défis du Québec ou les défis des autres États? Qu'est-ce qui est à mettre en œuvre là, dans les prochaines années? Bien, évidemment, il y en a beaucoup, là, juste la question de l'autodétermination, du territoire, de la discrimination, tout ça. Donc, évidemment, ce sont des défis majeurs. Peut-être concrètement, là, actuellement, tout le défi de la mise en œuvre de la Déclaration des droits des peuples autochtones, c'est un défi qui touche évidemment le Québec, le Canada, mais aussi les autres États. En ce qui peut-être concerne les universités, toute la question de la revitalisation et surtout de la valorisation des savoirs autochtones, incluant les savoirs juridiques, ben, c'est une question là, qui est très importante, là, évidemment, et qui doit être traitée, là. Parfait. Ben, ça ouvre la porte à la réflexion. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci Geneviève Motard de cet aperçu des questions juridiques. On y a touché un peu. J'espère que ça a piqué votre curiosité. Moi, ça a piqué la mienne. Je vous rappelle que c'est le deuxième d'une longue série d'échanges au sujet des premiers peuples. Beaucoup de rendez-vous sont au programme au cours des prochaines semaines et tout ce parcours va nous mener au 4 mai pour la conférence finale pour en savoir plus. Premier peuple, comment mieux faire connaissance. Alors, je vous invite à vous inscrire à notre événement Facebook pour ne rien manquer.
en passant par la page de la chaire publique alliée. Vous voulez revoir les capsules, vous voulez les partager, elles restent disponibles sur nos pages Facebook et YouTube. Elles sont diffusées sur l'événement du 4 mai également. Donc, si vous vous intéressez à l'événement, vous allez les voir passer au fur et à mesure. Merci d'avoir été des nôtres. Mon nom est Serge Bonnin, je suis directeur de la chaire publique alliée. Au nom de l'Université Laval et de l'Allier, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir une nouvelle perle. Et encore une fois, Geneviève, merci pour cette grande sagesse. Merci, Miigwech.